Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis entrepreneur et je mets tout mon cœur et mon énergie au service d'un monde plus conscient et plus humain. On traverse une période difficile où tout est remis en question, avec des crises multiples et dans laquelle on se sent tous un peu perdus. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains voient cette période comme une transition entre deux civilisations, un basculement de paradigme. Finalement l'opportunité d'un monde nouveau, un peu comme la Renaissance qui a permis de sortir du Moyen-Âge pour entrer dans l'ère de la modernité. Pour cette deuxième saison du podcast, on a décidé de travailler avec We Are One, la communauté des leaders engagés à faire émerger une civilisation consciente et juste. Ensemble, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui imaginent et créent ce nouveau monde pour comprendre ce changement de civilisation, pour t'aider à trouver ta voie et pour partager les clés pour agir. Alors, prêt à changer d'air ? Salut Daniel. Salut Clément. Écoute, après tous ces mois de discussion, on a doté locaux à Smart Food, c'est ça ? Pour enfin parler un peu d'huile d'olive. Moi, je t'avais dit tout de suite que ça me plaisait bien parce que c'est un produit que je consomme. Et t'as fondé Revoliva. C'est ça. C'est une marque engagée d'huile d'olive. On va en parler un peu plus juste après. Mais Avec plaisir. Vous êtes globalement, vous vous concentrez sur le fait que les sols qu'il y a un impact sur les sols, sur la biodiversité, sur l'eau de la production d'huile d'olive. Et donc, t'as mis en place tout un système, tout un modèle pour avoir un modèle régénératif plutôt qu'un modèle qui détruit les sols. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Est-ce que tu pourrais, juste pour lancer le podcast, partager quelque chose que tu as appris sur l'huile d'olive qui est peu connu du grand public et qui gagnerait à... Ouais, avec plaisir. Je pense que la première chose que j'ai découvert en commençant ce nouveau chemin de vie dans l'huile d'olive, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule huile d'olive. Mhm. Souvent, c'est un produit où on se dit l'huile d'olive, quoi. Ouais. On n'imagine pas que c'est multiple. Et en fait, comme dans le vin, l'huile d'olive, il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs types de goûts. Donc, dans le vin, on le sait, le vin blanc, le vin rouge, le rosé. En fait, dans l'huile d'olive, c'est un peu pareil. On a 3 grandes familles, il y a le fruité vert, le fruité mûr et les olives maturées. Et chacune de ces 3 grandes familles a des goûts très différents. Okay. Et au sein de ces grandes familles, il y a aussi des variétés qui vont développer des typicités aromatiques différentes. Et donc, en fait, l'huile d'olive ressemble beaucoup plus à du vin qu'à du beurre ou qu'un corps gras, comme on peut l'imaginer, en termes de complexité aromatique. Ok, c'est incroyable. Je le savais très très peu en fait. Et nous, on prend quoi comme huile d'olive en supermarché le consommateur classique, qu'est-ce qu'il boit comme huile d'olive ? Le consommateur classique, ce qu'il achète, c'est du coup ce qu'on appelle du fruité mûr, donc, parmi les 3 catégories dont je te parlais. Et en fait, le fruité mûr, il est obtenu par une méthode de récolte particulière, qui est ce qu'on appelle une récolte tardive. Okay. Donc, ce qui impacte le goût de l'huile d'olive, les 3 grandes familles dont je te parlais, c'est le moment de récolte, récolte tardive versus récolte précoce, et la façon dont on va extraire l'huile d'olive. Okay. Trituration en extraction à froid ou maturation de l'olive. Et donc, nous, ce qu'on achète en supermarché, c'est donc plutôt une récolte tardive, donc de fin de saison. La saison de l'olive, ça va d'octobre à décembre, un peu plus longtemps parfois jusqu'à janvier-février. Et donc, on consomme des olives qui ont été récoltées à ce moment-là, entre décembre et janvier. Donc, l'olive a pris beaucoup d'eau, beaucoup de soleil, elle a grossi. Elle a aussi beaucoup perdu d'intensité aromatique, puisque ce sont les olives les plus fraîches, récoltées les plus précocement, qui développent le plus d'intensité aromatique. Okay. Donc le fruité mûr, non pas que ça soit un mauvais fruité, c'est un fruité qui est récolté tard dans la saison, donc qui a un rendement plus élevé, qui coûte moins cher à produire, et c'est souvent ce qu'on nous présente comme l'unique type d'huile d'olive. Et on nous parle moins des 2 autres, et quand bien même on nous parlerait bien du fruité mûr, en réalité, celles que l'on achète en supermarché ou ailleurs, ce sont de mauvais fruités mûrs, et on ne développe pas les arômes dont on pourra parler après sur les fruits à coque ou autres, ou les herbes fraîches pour le fruité vert, ne développent pas ces arômes-là. Donc c'est un fruité mûr de par le moment de récolte, mais c'est pas un vrai fruité mûr. J'avais testé une fois parce que j'ai un tout petit peu de famille en Provence et j'avais goûté une bonne huile d'olive et je me suis dit j'ai pris que de la piquette d'huile d'olive toute ma vie, quoi. Complètement. Il y a un peu de ça, genre de... Complètement. Je pense que quand on va chez les producteurs, ou peut-être chez Revoliva ou chez des projets qui essaient de porter le goût et de montrer la complexité du produit, on se dit j'avais jamais goûté l'huile d'olive. Et moi, c'est un peu ce que je me suis dit. Bon, on en parlera après sur ma rencontre avec le produit, mais c'est ce que je me suis dit la première fois que j'ai goûté une huile. Du coup, c'était un fruité vert, et j'ai dit j'avais jamais goûté ça en fait. Et donc je me suis dit on nous a menti, qu'est-ce qui se passe, et donc ça m'a donné envie de creuser et donc effectivement de découvrir que c'est un produit beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Ok. Avant de se lancer dans Relinco et cette deuxième vie, quel genre d'enfant tu étais, Daniel ?
Quel genre d'enfant j'étais? Alors déjà, j'étais un enfant binational, parce qu'en fait, ma mère est de Séville, dans le sud de l'Espagne. Et donc, c'est très important dans mon enfance. J'ai eu une enfance à mi-chemin entre l'Andalousie et la France. Ouais. Et donc, j'ai eu une enfance très riche et en même temps toujours entre deux mondes. Donc, j'appartenais ni totalement à un monde ni totalement à l'autre, mais c'est aussi ce qui m'a nourri. Et je pense que j'étais un enfant très curieux, très très ouvert sur le monde et que j'étais particulièrement intéressé de comprendre comment fonctionnaient les choses, comment fonctionnait la physique, comment fonctionnait la vie, comment on parlait les langues, comment on voyageait. Enfin, j'étais très curieux. Et cette ouverture internationale, grâce à ma binationalité, m'a fait beaucoup voyager entre ces deux pays. Et je pense que c'est ce qui m'a forgé mon enfance, cette ouverture et ce côté international, qui du coup se retrouve aussi dans mon projet aujourd'hui, parce que c'est un projet méditerranéen, c'est un projet d'envergure au-delà des frontières de la France, même si je suis très fier d'être français. Et donc ça s'est construit dès mon enfance, pour le coup, entre la France et l'Espagne. Ok, incroyable. Et qu'est-ce qui t'a mené du coup jusqu'à... C'est quoi la première partie de ta vie qui te mène jusqu'à Relinco et qui fait... Enfin, Relinco qui était le nom de ta boîte du coup? C'est ça. Et aujourd'hui, Revoliva. Bah écoute, qu'est-ce qui me mène à ça dans ma vie? Donc moi, j'ai fait des études d'ingénieur, puisque j'étais bon en maths, comme beaucoup de gens. On nous pousse à faire une prépa, une école d'ingénieur. Tu sais pas quoi faire, mais... Exactement, je pense qu'on partage un peu ce parcours peut-être. C'est sûr qu'à 18 ans, on sait pas forcément ce qu'on veut faire, mais comme j'étais curieux et que j'aimais découvrir le monde et comprendre comment les choses fonctionnaient, bah, j'aimais les maths, j'aimais la physique. On m'a poussé vers faire ce type d'études. Donc j'ai fait mon école en maths sup, maths spé, ensuite l'école d'ingénieur. Et j'ai fini mes études en faisant une dernière année à Madrid, puisque forcément, je suis espagnol. J'ai voulu y vivre alors que j'avais pas encore eu l'occasion d'y vivre. J'y allais depuis que j'étais tout petit, tous les ans à Noël et l'été. Et donc j'ai été à Madrid finir mes études, mon double diplôme de l'école des mines en France et du coup Madrid Polytechnique Madrid. Et donc c'est là où je me suis spécialisé dans les énergies renouvelables, puisque c'était aussi le moment et l'époque, et ça l'est toujours. C'est un sujet qui est important dans l'écologie, dans la production énergétique, dans la souveraineté énergétique, mais aussi dans la production décarbonée. Donc c'était des choses que j'avais en tête et les énergies renouvelables me paraissaient être vraiment adaptées à explorer cette partie-là de ce qui me tenait à cœur. Et donc du coup, j'ai fini mes études d'ingénieur dans les énergies renouvelables. J'ai pris un premier poste. Oui, dis-moi. Qu'est-ce qui te... Tu dis que tu es déjà un peu sensible à tout ça, du coup, au monde qui change, à l'écologie, tu t'es dit, bon, j'aimerais quand même pouvoir poser un peu ma bien sûr. D'où ça vient, c'est ça Bah, déjà, donc tu réponds, t'étais déjà sensible à ça, et même d'où ça vient, et à quand ça remonte, c'est, tu vois, ces premiers moments. Bien sûr. Enfin, là, moi, aujourd'hui, je suis sensible à ces sujets, mais je sais que tu m'aurais parlé en école d'ingénieur, va dans une boîte engagée pour l'écologie, je t'aurais dit pourquoi pas, mais c'est pas trop les sujets, quoi. Bah, du coup, à ce moment-là, en école d'ingé, j'étais donc je me suis engagé dans l'association écologique de l'école des mines, qui s'appelait Respire, à l'époque. Et donc, dès cette époque-là, j'avais déjà cette inquiétude et cette envie de sensibiliser les gens, au mieux manger, au mieux produire, surtout autour des thématiques d'alimentation. C'est ça qui me parlait beaucoup à l'époque. T'aimes bien manger à la base. Ouais, j'aime bien manger et surtout, je voulais, comme tout urbain, me reconnecter un peu à ce que... Donc à l'époque, je découvre les AMAP, je découvre toutes ces initiatives qui existent. C'est quoi les AMAP? J'ai entendu le nom. Mais... Les AMAP, c'est un système de producteurs qui s'organisent pour livrer des paniers de fruits et légumes habituellement, puisque c'est des paniers très locaux. Et donc en fait, tu sais pas ce que tu achètes, tu t'engages à acheter une quantité au poids et tu reçois toutes les semaines les légumes. Panais, des trucs. Exactement. Que tu jamais vu de ta vie avant. C'est ça. Et donc il faut apprendre à les cuisiner. Donc c'est un peu une forme d'apprentissage aussi par la cuisine, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Et même avant l'école d'ingénieur où j'étais déjà bien sensibilisé, je pense que j'ai toujours été très sensible à la nature. Du coup, je viens d'Andalousie, de Séville, mais on passait tous nos hivers donc dans la Sierra de Aracena, qui est une montagne à côté de Huelva, donc juste à côté de Séville. Et c'est une montagne, donc c'est une des 3-4 grandes régions productrices de jambon ibérique en Espagne. Et c'est une région magnifique, sauvage. Et donc j'ai vécu un peu tous mes Noëls à la montagne avec des oncles qui étaient très sensibles, qui allaient prendre des champignons, qui m'ont un peu initié à ça. Un oncle en particulier qui a vécu à la ferme, qui a fait toute sa vie dans le milieu agricole. Et donc, j'ai pas de famille agriculteur, mais j'avais des oncles, des membres de ma famille qui étaient très intéressés
par le monde agricole. Et donc, j'étais sensibilisé à la nature, mais voilà, sans aller au-delà de ça. Et c'est en école d'ingénieur où, du coup, j'ai commencé à m'engager plus dans des assos. Et puis, ensuite, de choisir un métier déjà dès la fin de mes études et dès même ma spécialisation, qui était aligné avec ce qu'à l'époque, je pensais. Et donc, les énergies renouvelables, c'était un peu le sujet qui faisait sens pour moi à l'époque. Ok, merci. Et du coup, tu prends ton premier poste à Madrid. C'est ça. Tu te dis, allez, let's go. C'est ça, je prends mon premier poste. C'est marrant parce que j'ai pas passé d'entretien d'embauche. Ok. En fait, c'était un peu en avance de phase par rapport à ma recherche de stage. Et ma meilleure amie avec qui j'habitais à l'époque me dit, après n'a pas avoir été prise, parce que comme j'étais bilingue espagnol, franco-espagnol, elle était française et elle parlait bien espagnol, mais elle était pas bilingue. Elle s'est dit, si j'envoie cette offre à Daniel, il va être pris et pas moi. Et donc, elle a candidaté. Bon, elle n'a pas été prise malheureusement. Et après elle me l'a envoyé. Donc, en fait, j'ai regardé, j'ai appelé et du coup, j'ai fait entretien avec cette entreprise. Mais j'ai pas fait d'autres entretiens en fait. Donc dans ma vie, c'est le seul entretien que j'ai fait. Excellent. J'ai eu plutôt de la chance, je me suis bien trouvé. Je pense que ça a été une belle rencontre pour moi avec cette entreprise et ce secteur. Mais voilà, je finis mes études. Le nom de la boîte, si c'est... Ouais, le nom de la boîte s'appelle Accio Energy. Ok. Et Accio Energy, donc c'est un groupe français qui est pionnier dans les énergies renouvelables depuis presque une vingtaine d'années, et pionnier aussi dans ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, donc la production sur la même parcelle d'électricité et d'agriculture. Et donc, j'ai commencé mon aventure dans la branche Espagne de cette entreprise. C'est un groupe dans une trentaine de pays. Et c'était au tout début de l'aventure espagnole, donc ça m'a aussi permis de voir grandir une petite équipe. Ouais. J'étais quasiment le premier employé, la voir grandir sur mes 2 ans et demi que j'ai passé là-bas. Donc ça a aussi été une expérience qui m'a nourri pour mon expérience actuelle d'entrepreneuriat, parce que j'ai vu grandir une équipe. Fait grandir même une équipe. J'ai aussi fait grandir j'ai participé effectivement à faire grandir l'équipe et voir ce qui allait pas. Ouais. Et donc ça m'a pas mal nourri pour mon aventure actuelle. Ok. Et comment est-ce que tu arrives à dire finalement, je passe des panneaux solaires dans les champs, je caricature. Bien sûr, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est une rencontre. Juste, pardon, Ouais, dis-moi. t'appréciais à ce moment-là, enfin genre t'étais épanoui, t'étais aligné. Ouais. C'est une bonne question. Moi, je suis quelqu'un d'assez enthousiaste, pardon, souvent. T'as de l'énergie. Ouais, je suis. La belle souris depuis le début. Je suis assez positif et j'aime toujours ce que je fais en fait. Il y a pas un moment de ma vie où j'ai été à une époque en école d'ingé, à un moment donné, comme tous, on a la petite crise où on se dit qu'est-ce que je fais là. Mais à part ce moment-là où j'ai un peu été remis en question, le reste de mes expériences, j'ai souvent été très positif et je les ai vécues avec beaucoup d'énergie. Ok. Et à Madrid, j'ai été très très heureux, très épanoui. Mais c'était le projet d'un autre, c'était un autre projet que le mien, et c'était quelque chose que je comprenais pas totalement, même si les énergies renouvelables, j'ai beaucoup étudié le sujet, je me suis beaucoup passionné par ce sujet. C'était un peu trop grand, c'était trop complexe, c'était trop grand pour moi en fait. J'étais une personne parmi des milliers, voire des dizaines de milliers, et le jour où j'ai quitté d'ailleurs, et j'ai été remplacé le lendemain par quelqu'un d'autre. Donc en fait, malgré le fait que c'était un secteur, on aime bien dire à impact, j'étais interchangeable et j'avais pas un impact en fait dans ce secteur. Okay. J'étais dans un secteur impact, mais sans impact réel sur ce secteur. Et même si j'étais très épanoui et du coup j'ai beaucoup aimé cette expérience-là, j'avais ce besoin dès le début de me dire peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose de plus simple, mais dans lequel je me sente plus utile. Et parce que socialement, c'est toujours bien de dire je travaille dans les énergies renouvelables, mais finalement, voilà, cette étiquette-là, je m'en fiche un peu, et je voulais avoir un peu plus d'impact au sens concret du terme. Ce truc interchangeable, il est intéressant parce que c'est rare de pas être interchangeable. Enfin, qu'est-ce qui fait que t'es pas interchangeable, tu vois? Complètement. Tu peux te demander, en effet, quand tu gères ta boîte, t'es difficilement changeable, mais c'est quoi qui fait que t'es pas interchangeable? C'est l'humain, genre? C'est que les gens avec qui tu travailles ont besoin de toi, je sais pas. C'est bien, c'est une bonne question. Je veux pas dire, c'était pas une critique Non, du tout, parce aux que gens qui seraient eux interchangeables et moi je le serais plus. C'est plus que à l'époque, j'étais à un endroit qui était un endroit qui n'était pas 100% qui j'étais et d'où je venais. Et en fait, quand je dis interchangeable, c'est si t'es à un endroit où tu te dis, en fait, toute mon histoire, toutes les rencontres que j'ai faites, tout ce que j'aime, elles m'ont mené là. Ouais. Et je suis cette personne-là, même si t'es dans un énorme secteur et que t'es une pièce parmi d'autres, tu peux être bien. Ouais. Mais moi, j'étais content parce que j'étais moitié espagnol et j'habitais à Madrid. On est un peu
toujours une pièce parmi d'autres. Enfin, Totalement. Même quand On est tu lances toujours. ta boîte, t'as des Totalement. concurrents qui font des trucs un peu Totalement. comme toi, il y a toujours du... Totalement. Donc ça ne change pas de nature par rapport à avant. La différence, c'est que voilà, je suis franco-espagnol. L'huile d'olive, c'est un produit qui est produit principalement en Espagne. Ça relie mes deux racines. J'ai rencontré ce producteur dont on va parler après, quelques kilomètres, dizaines de kilomètres de là où je suis originaire. Et j'ai pas connu mon grand-père maternel en Espagne parce qu'il est mort avant que je sois né. Ma mère était très jeune. Et j'ai rencontré ce producteur qui est une sorte, je suis pas croyant et je sais pas trop ce que ça signifie cette rencontre, mais une espèce de rencontre comme ça, presque divine, où je rencontre une forme de réincarnation de mon grand-père et on a un lien tout de suite très fort avec ce producteur. Et c'est comme si toute ma vie m'avait mené à cette rencontre en fait. Et quand je la vis, quand je rencontre ce producteur, que ce lien se crée aussi fortement et que je découvre les enjeux dont on va parler, c'est comme si tout m'avait mené là. Et donc, à ce moment, je me dis, je suis plus interchangeable dans le sens où j'ai trouvé ma place un peu, tout en acceptant que elle est évolutive aussi cette place. Mais je me disais, toute ma vie m'a mené à cette rencontre-là et il faut pas que je rate cette rencontre. Et là, ça fait sens à 100%, quoi. Genre là, t'es en mode ça. Pour moi, à l'époque, Pour moi, à l'époque, ça s'aligne parce que donc j'avais un métier, pour en dire un mot, où du coup, j'allais voir les producteurs pour signer avec eux des contrats pour mettre des panneaux photovoltaïques sur leur terrain. J'allais voir les élus locaux, j'allais voir les maires, j'allais voir les enfin pas les parlementaires, mais les élus au niveau régional. Et ensuite, j'étais à Madrid pour faire la partie dimensionnement technique. Et donc, j'allais voir les producteurs et j'avais une forme de... Je pouvais jamais vraiment être connecté à eux parce que j'étais le madrilène. En plus, j'étais français, donc j'étais encore plus... j'étais le français qui habite à Madrid, qui vient de Madrid pour mettre des projets photovoltaïques dans mon champ. Et même si j'avais une très bonne relation avec eux, j'étais très bien accueilli, il y avait toujours une forme de distance et j'arrivais pas à connecter avec eux. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais enfin réussi à connecter à 100% avec un producteur, et pas en parlant de panneaux photovoltaïques, en parlant d'huile d'olive. Et en fait, ce producteur m'a dit, en fait, tes panneaux, je m'en fiche, mais si tu veux, je te montre moi ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'huile d'olive. Et donc, ça a renversé la... Attends, je veux pas t'aider, mais viens, je te raconte. Je te montrerai après, on a fait une BD du coup de notre première année avec Femi, mon associé. Et dans cette BD, on raconte la rencontre avec José Luis. Et effectivement, José Luis m'a dit, je m'en fiche, mais si tu veux, je passe une journée avec moi, je vais te montrer ce qui est important pour moi. Et à ce moment-là, j'aurais pu dire non parce que j'étais en déplacement business, je devais générer des opportunités pour mon entreprise. Mais j'ai eu la lucidité de me dire que si, qu'il fallait suivre ce monsieur qui était une sorte de, comme je disais, de réincarnation d'une personne que j'ai pas connue, avec un lien très fort qui s'est créé dans les premières minutes d'échange. Et je me suis dit, allez, faisons-lui confiance et suivons-le. Et donc, pour une fois, plutôt que de moi essayer d'expliquer au producteur ce qu'il fallait faire, je me suis dit, c'était à lui de m'expliquer ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui s'est passé. C'est lui qui m'a expliqué, en fait, la vie, les choses. Et là, une nouvelle vie a commencé pour moi à partir de ce moment-là. Ok, on va continuer l'histoire, mais déjà, je voulais faire une parenthèse que tu avais dit, genre en mode, ce truc un peu, genre c'est limite un moment divin, même si je crois pas. Je crois que c'est un autre, c'est la sérendipité. Sérendipité, ouais, d'accord. En mode, quand un événement arrive et qu'il te tombe dessus et tu dis ça, c'est juste trop beau enfin, c'est trop parfaitement pour moi, quoi. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est des moments qui se chérissent, quoi. Complètement. Tu racontes, en gros, t'étais comme ça, il te dit, attends, on va pas parler de panneaux solaires, mais viens. Et même au début, enfin, genre, comment tu ressens ce moment? Tu dis, vas-y, c'est un moment de ouf qui se passe, ou juste, tu dis, vas-y, allez, j'avance. En fait, j'arrive dans sa parcelle, que tu peux voir, ceux qui nous écoutent peuvent pas forcément la voir, mais on a une petite photo avec. Dans sa parcelle, journée classique, en fait. T'es en journée, tu vas rencontrer les amis. Ouais, je pars de Madrid, je prends le train, je loue une voiture à la gare, je vais dans un village, parler avec le maire et voir l'agriculteur pour essayer de réunir une superficie qui permet de faire le projet. Et donc, un des terrains que j'avais identifié, parce que j'avais fait un petit algorithme à l'époque pour trouver les terrains optimaux, d'un point de vue ensoleillement, d'un point de vue impact environnemental, critères techniques, etc. Et du coup, le hasard, c'est que c'est cet algorithme que j'avais programmé qui m'a montré une zone. Donc chaque mois, il me montrait la zone optimale que je devais aller voir. Et cette zone, c'était la zone où il y a la parcelle de José Luis. Donc c'est le plus grand des hasards que j'ai été voir ce producteur. Et donc j'arrive sur sa parcelle et là je vois quelque chose que je n'imaginais pas et j'avais pas encore vu en Andalousie. En Andalousie, c'est très sec, c'est des terrains qui sont avec une forte érosion. En ce moment, il y a des pluies très très importantes qui ont décapé énormément les sols et qui ont créé des crevasses
assez impressionnante. Et donc j'arrive dans une parcelle et c'est le Parc des Princes. Okay. C'est ce que tu peux voir sur la photo, c'est vraiment vert, c'est vivant, et je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, à la limite de la parcelle, tu repasses dans le désert. Et donc ça se voit depuis Google Earth, du coup ça se voit. J'ai vu ça après coup. C'est un carré vert, milieu de champs désertiques qui sont pas désertiques parce qu'il y a des oliviers qui poussent dessus. Mais le sol en lui-même est quasiment désertique et pauvre et appauvri. Et donc je tombe dans cette parcelle et mon cerveau ne comprend pas ce qui se passe. Et puis je découvre José Luis, mon cerveau comprend toujours pas ce qui se passe. Et donc à la fois avec ce personnage qui je commence à échanger, qui me fascine, et la parcelle dans laquelle je rentre qui me fascine, je me dis en fait j'ai rien à expliquer à ce monsieur, j'ai envie qu'il m'explique c'est quoi pourquoi je marche sur de l'herbe là alors qu'on est en Andalousie, tu prolonges un peu jusqu'à Almeria, c'est un désert donc tu te dis pourquoi est-ce que c'est pas normal ce qui se passe là. Et juste en Andalousie du coup ça pousse parce qu'il y a plein d'arrosages. Genre il y a de l'eau. Non, parce que l'olivier c'est un arbre qui pousse qui a pas besoin d'eau pour pousser, et qui uniquement récupère les eaux de pluie. Mais l'olivier en lui-même, c'est une chose, mais ensuite il y a le sol. Et l'olivier est planté dans un sol. Et c'est le sol en lui-même qui est extrêmement appauvri, et qui, par le fait du labourage intensif et par les engrais qui ont été rajoutés, par la mauvaise gestion du sol, a fait qu'il s'est appauvri des dernières décennies. Mais si on ne mettait pas de pesticides et on ne labourait pas les champs, en Andalousie, il y aurait de l'herbe qui pousserait partout. Pas toute l'année, parce qu'il y a des moments où il fait très chaud et l'herbe se sèche, mais il y aurait de l'herbe quasiment partout. Donc en fait, ce que tu observes, c'est un truc qui devrait être normal dans un milieu complètement naturel, mais qui n'existe plus, enfin que tu n'avais jamais vu de ta vie en plusieurs... Exactement. Que j'avais pas vu en 2 ans et demi de parcourir l'Espagne et la France aussi, parce que j'allais beaucoup voir mes collègues en France. Et effectivement, c'est quelque chose que j'avais pas eu l'occasion de voir aussi visiblement. Et donc à ce moment-là, quand je commence à poser des questions et toute ma curiosité d'enfance dont je t'ai parlé avant, tout ce côté ouvert vers le monde et vers les autres, c'est à ce moment que c'est du coup à nouveau déployé. J'ai posé des milliers de questions à José Luis. En fait, j'ai passé une journée entière avec lui à lui poser des questions sur les sols, sur ses pratiques agricoles, sur l'huile d'olive, puisque du coup il m'a fait goûter son huile d'olive. Je me suis pris une grosse claque. Donc je lui ai posé plein de questions. J'ai passé une journée avec lui et c'est en rentrant à Madrid où je me suis dit il s'est passé quelque chose de fort là. Quelque chose qui a peut-être changé ma vie. Et c'est plus tard en revenant. Tu dis tout de suite, ça va peut-être changer ma vie. Je pense, je me dis, moi je sais pas si je me le dis de manière rationnelle, mais en tout cas mes tripes me le disent quoi. Et c'est en revenant ensuite dans son village plusieurs fois, parce que je devais monter ce projet photovoltaïque, que du coup j'ai commencé à créer de plus en plus du lien avec José Luis. Parce que du coup il accepte quand même, ou il y a d'autres voisins qui acceptent le projet photovoltaïque? Non, lui il accepte pas, mais d'autres voisins acceptent. Et tu retournes le voir quand même. Et moi, quand je vais là-bas, je dors dans sa ferme. Moi, je dors chez lui parce que une amitié s'est nouée très fortement. Incroyable. Et il me prend un peu sous son aile et je deviens un peu son élève. Donc, il m'apprend à déguster de l'huile d'olive. Il me montre comment on travaille les sols. Et en fait, plus j'y vais, moins je travaille. Et bon, c'est peut-être pour ça que les projets sont pas sortis. Faudra pas dire ça à mon ancien chef. Mais en tout cas, je passais une bonne partie de mon temps à être avec José Luis et être comme un gosse qui découvre la vie, quoi. Et lui, il se dit juste, je vais former ce gars-là, il a l'air intéressé, je transmets ce que j'ai à transmettre. En fait, José Luis, c'est un personnage assez particulier. C'est une sorte de grande figure dans le monde de l'huile d'olive, même si c'est un petit monde, donc personne ne le connaît en dehors. Mais lui, ça fait une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années que tous les ans, il va au cours de dégustation. Donc, à côté de là où il a sa ferme, il y a une grande université qui forme les dégustateurs d'huile d'olive, puisque du coup, vu qu'on a vu au tout début que l'huile d'olive, c'est comme le vin, ça se déguste, il y a différentes complexités aromatiques. Il y a aussi toute une science de la dégustation qui s'appelle l'oléologie, ou la sommellerie d'huile d'olive. On dit plutôt oléologie. Mais il y en a qui se disent sommelier d'huile d'olive. Les 2 mots sont utilisés. Et donc, en fait, José Luis, ça fait une quinzaine d'années que, comme un élève, il se met au fond de la salle. Il connaît tous les profs. Enfin, c'est ses potes. Ils ont le même âge que lui. Il a monté les cours avec eux. Enfin, voilà, il est dans les petits papiers depuis toujours. Mais en fait, il se met dans le fond de la salle et il prend des notes. Et il apprend. Et il révise. Et donc, en fait, il est dans l'apprentissage et la transmission continue. Et donc, il a cette approche de vouloir continuer à apprendre par amour par le produit, presque par amour de l'art, quoi, par amour de l'huile d'olive. Donc, il apprend continuellement et il adore transmettre. Et il adore prendre des élèves avec lui, leur montrer. Et il fait ça depuis toujours. En fait, j'étais juste un élève parmi d'autres. Pour moi, je trouvais ça exceptionnel. Je t'ai parlé avant, c'est la réincarnation de mon grand-père et tout. Enfin, en fait, lui, c'est juste, c'est un mec sympa. Je vais lui montrer un peu ce que je fais. Et voilà. Ok, incroyable. Et
Déjà, il y a une question de base. T'as un profil ou t'as une famille un peu entrepreneur ou pas du tout? Complètement. Ok. Alors, entrepreneuriat particulier, entrepreneuriat impact, ça veut rien dire. Mais alors, mon père a monté pas mal de sociétés. Ok. Le père de Femi et la mère de Femi aussi, mon associé, sont aussi entrepreneurs. Et du coup, Femi, avec qui j'ai monté ce projet, c'est mon ami d'enfance. On se connaît depuis qu'on est né. Et mon père est le parrain de Femi, entre autres. Nos familles sont très proches. Donc, nos parents ont monté des projets ensemble, notamment des projets autour du journalisme et notamment de la malvoyance. Parce que la mère de Femi est malvoyante. Elle a monté le premier journal pour malvoyants en France, qui s'appelait L'Agrandi, dans lequel mon père avait aussi participé. Et ensuite, ils ont eu plein de projets, chacun de leur côté, d'autres projets ensemble. Et donc, ils ont monté des projets qui n'ont jamais été très lucratifs, plutôt l'inverse même, mais qui ont toujours eu du sens. Et donc, moi, j'ai été éduqué par un père voilà, qui télétravaillait, qui, à l'époque où ça n'existait pas, qui était entrepreneur à l'époque où c'était pas du tout à la mode. C'était pas le start-upper. Et pas du tout la Startup Nation comme on peut l'avoir aujourd'hui, ou peut-être on l'a plus déjà, pour en parler peut-être à la fin. Mais j'ai été nourri par ça, Femi aussi. Et moi aussi, j'étais nourri par une mère médecin, avec le sens du travail, le sens des valeurs, qui est psychiatre du coup, et qui a toujours accordé une importance au bien commun et à l'autre, puisque ça fait quasiment 35 ans qu'elle est dans l'hôpital public, en France du coup, même si elle est espagnole, parce que du coup, quand elle a rencontré mon père, elle est venue vivre en France. Et donc, elle a parfait sa langue, elle s'est intégrée en France, et ça fait 35 ans qu'elle est médecin en France, et qu'elle porte ça avec une force incroyable. Donc moi, j'ai les deux. J'ai l'entrepreneuriat un peu foufou, un peu aventurier, et faire des projets comme ça qui nous traversent et qui font sens. Et j'ai la mission de vie d'une vie entière de ma mère qui s'est dédiée à un sujet et qui a jamais... Pour ses passions. Voilà. Donc Et c'est mes deux inspirations. Normalement, je pose beaucoup la question pourquoi, mais là, la réponse elle est évidente. Quoi. T'es en mode j'ai ce truc, enfin j'ai ce monsieur José Luis qui me parle d'une olive. J'ai mes parents qui m'inspirent ou je me dis que je pourrais pourquoi pas lancer un projet. Et comment tu passes le pas? Je passe le pas quand José Luis me dit, même s'il me le dit pas parce qu'il est assez pudique et c'est pas chose facile à dire, qu'en fait il s'en sort pas économiquement. Lui, l'agriculture régénératrice qu'il met en place, on a parlé un peu des couverts végétaux, mais c'est tout un ensemble de pratiques et c'est une vision de la ferme qui aujourd'hui, les mots commencent un peu à apparaître et on n'a pas entendu parler, mais qui est très difficile, très technique et qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup de présence dans la ferme. Ouais. Et si tu valorises pas ton huile d'olive correctement, quand tu fais une huile bio et en plus dans des pratiques régénératrices, finalement, tu as des charges, mais tu n'arrives pas à, en face de ces charges, trouver un modèle économique. Okay. Concrètement, tu es moins rentable sur une... Tu es moins rentable, même si il faudrait qu'on parle de l'ensemble des filières agricoles et comment est structurée notamment la PAC et comment est structurée l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture, quand on achète un produit en supermarché, le prix que l'on voit, c'est pas un prix réel, c'est un prix sur lequel il y a eu des subventions via la PAC. Et donc, quand on voit un prix, il faut penser entre guillemets argent public. Et aujourd'hui, les produits que l'on consomme, qui sont des produits qui impactent beaucoup l'environnement, notamment sur la pollution des eaux, plusieurs milliards par an, ça coûte à la France de dépolluer les eaux polluées par les engrais azotés de l'agriculture. Et la pollution des eaux, c'est juste un élément parmi un ensemble où ces surcoûts qui sont payés par la société, donc par nous en tant que citoyens français ou citoyens de d'autres pays, ne sont pas pris en charge par ceux qui polluent, ceux qui produisent. Et donc, on paye des prix, on paye un prix d'un produit alimentaire. Par ailleurs, avec nos impôts, on compense l'impact qu'il a eu. Mais si on mettait le vrai prix, on se rend compte que ces produits sont souvent plus chers que les produits bien produits qui ne nous impactent pas, ni l'environnement, ni notre santé. Parce qu'on peut aussi aller regarder ensuite sur l'aspect santé. Et les produits aujourd'hui qu'on consomme ne nous font pas forcément toujours du bien. En termes de métaux lourds, en termes d'hydrocarbures, l'huile d'olive, c'est un produit qui est très contaminé. Il y a une étude récente qui est sortie, quasiment 100% des huiles testées ont au moins un contaminant, même en bio. Et donc ça, c'est lié à une filière qui n'est pas suffisamment au niveau. Et en fait, au-delà de la filière, c'est vraiment le monde agricole au sens large qui a été structuré comme ça. Donc, parenthèse fermée, effectivement, José Luis n'est pas rentable et sa ferme coûte un peu plus cher, mais ça s'inscrit dans une réalité agricole beaucoup plus large. Okay. Juste pour comprendre, quand on achète un produit au supermarché, il est subventionné par l'État, donc par nos impôts. Et à côté de ça, l'État paye pour dépolluer et pour, je dirais, gérer les conséquences des pratiques polluantes. Et donc, en gros, on paye doublement nos impôts. Ils payent la dépollution, ils payent la prime, enfin comment t'as dit,
Ce que l'État... la PAC, politique agricole commune. Ouais. Ok. Et de l'autre côté, si on payait directement une huile d'olive, je dirais, je sais pas, 2 fois plus cher, mais que l'État dépensait pas tout cet argent pour dépolluer et que, on parle de santé aussi, ça pourrait revenir à peu près au même, voire même ce serait moins cher. Oui, c'est un peu classique, celui qui pollue n'est pas celui qui paye les conséquences de sa pollution. Ouais. Exactement. Ouais, okay. Donc effectivement, José Luis... il t'explique ça, tu te dis vas-y. Ouais, il me dit qu'il est pas rentable. À demi-mot, son fils voulait reprendre, ne pouvait pas vraiment. José Luis voulait pas que son fils revienne parce que c'était une situation très dure pour la reprise. Et c'est à ce moment où je me dis... je sais pas, mon histoire personnelle, la France, l'Espagne, du coup, mon amitié avec Femi, dont j'ai parlé, qui lui est un passionné de gastronomie et qui est commercial pour des chefs de restaurants à Paris, c'était son métier avant de monter ce projet avec moi. Et donc, j'appelle mon ami Femi, je lui explique qu'il y a un producteur qui produit différemment, qui a une philosophie agricole qui pourrait être utile à la filière oléicole et que l'huile d'olive, c'est incroyable, c'est pas ce qu'on pensait. Et donc à ce moment-là, Femi, il est entre deux boulots et il me dit OK, il prend le train, il descend en Espagne. Ok. Et donc du coup, on rencontre José Luis. On rencontre José Luis tous les deux. Donc il vient se faire adouber par le maestro José Luis. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire. Il le ressent aussi. Et on se dit, José Luis, il est sûrement pas seul. Mais le projet, il s'est un peu lancé en mode, il faut sauver le soldat José Luis, quoi. Okay. Et donc, parce qu'il vend pas assez d'huile d'olive, il la vend pas assez cher. Enfin, juste si on parle business, c'est quoi le problème? Ouais, le problème en fait des producteurs aujourd'hui, c'est qu'ils ont du mal à vendre en direct au client final. Ils passent par toute une chaîne, une filière en fait, qui sont plein les fouilles. Qui sont plein les fouilles. En moyenne en France, au supermarché, pour un producteur, tout produit confondu, c'est 7% du panier moyen qui revient au producteur. 7%. Donc le reste s'en va dans le packaging, dans la distribution, dans la centrale d'achat, dans le supermarché, etc. Et donc le producteur, il faut qu'il trouve une façon de contourner cette chaîne et de vendre à un meilleur prix. Mais ça, aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Il y a des super initiatives qui s'appellent, par exemple, Biocop ou d'autres, des AMAP tout à l'heure, qui existent, mais qui ne sont pas spécialisées par filière et qui ne vont pas forcément comprendre les enjeux de chacune des filières. Et nous, le parti pris qu'on a eu, c'est de dire, on veut faire de la régénération, on veut rémunérer les producteurs, mais on va le faire sur un produit. On va devenir expert d'un produit, qui est en plus un produit très symbolique. L'olivier, l'huile d'olive, c'est un produit qui nous unit tous autour de la Méditerranée, et c'est un produit qui nous donne envie de s'ouvrir et de penser à nos vacances. Donc nous, on pense qu'à travers l'olivier, qu'à travers l'huile d'olive, on peut parler de régénération, et on a voulu se spécialiser dans ce produit, parce qu'on pense qu'il a une valeur symbolique très forte, et parce qu'on devait aider José Luis, puis ensuite d'autres producteurs qu'on a rencontrés. Et donc c'est comme ça qu'est né Revoliva aujourd'hui, qui a la mission de rémunérer justement les producteurs pour leur permettre de régénérer les sols et de permettre au client final de bénéficier d'une huile d'olive de qualité tout au long de l'année et dans le temps, pas uniquement une fois ou deux, mais d'être dans un vrai lien avec la parcelle et de pouvoir se reconnecter à ce qu'il consomme. Et donc ça, c'est Revoliva aujourd'hui, mais qui vient de toute cette histoire dont je t'ai parlé précédemment. Okay. J'ai une grande question. Revoliva vient de lancer une campagne Ulule où tu vas me compléter, mais on s'abonne, on finance en gros un olivier et en échange de ça, vous livrez l'huile d'olive qui vient de la parcelle d'un des producteurs. C'est ça. Et nous, on reçoit la bonne huile d'olive de qualité à un prix très raisonnable par rapport aux huiles d'olive bio. C'est ça. Effectivement. Donc le Revoliva, on vient de lancer la marque donc via une campagne Ulule. C'est l'aboutissement de 2 ans de travail pour nous, à parcourir la Méditerranée, à aller rencontrer les producteurs, à développer une méthodologie pour pouvoir notamment évaluer l'impact environnemental des parcelles. Donc on n'est pas juste sur des belles photos de parcelles enherbées, mais on est vraiment sur de l'impact concret. Et donc après ces 2 années de travail, d'aller voir les clients, d'aller voir les chefs, d'aller voir les épiceries fines, d'aller sur les marchés, on a même vendu de l'huile sur les marchés. On a fait un peu 2 ans de laboratoire pour aller comprendre le client et pour aller comprendre le producteur. Et Revoliva, c'est l'aboutissement de ces 2 ans de travail. Donc Revoliva, c'est très simple, c'est un système de parrainage d'olivier biorégénératif. Donc, en fait, tu parraines l'olivier d'un de nos producteurs qui sont un peu partout dans la Méditerranée. Là, cette première année, du coup, on a l'Andalousie, la Toscane et la Provence. Mais on aura ensuite la Grèce, la Turquie, entre autres. Et tu parraines un de ces oliviers. Tu as une traçabilité directe jusqu'à la parcelle d'où vient cette huile d'olive. Et tu reçois 1 an d'huile d'olive
avec un système donc d'abonnement, comme tu as dit. Mais au-delà de l'abonnement, c'est une façon en fait de t'engager auprès de ce producteur sur un volume d'1 an qui lui permet de vendre en avance son produit. Nous, on préfinance la récolte avec ce parrainage, 50% du prix va être payé en amont de la récolte, au moment où le producteur a le plus besoin de trésorerie. Et donc, c'est un vrai geste d'engagement que de acheter à l'année, s'engager dans une parcelle et avec un producteur. Et puis surtout, tu reçois une huile d'olive qui est excellente en termes de goût, avec les différents fruités dont on a parlé avant, le fruité mûr, le fruité vert, l'olive maturée. Et tu sais à qui t'achètes, ou ce que t'achètes, et surtout, tu peux visiter une fois par an ta parcelle avec ton producteur, puisque c'est aussi le but du projet, c'est de recréer du lien. Et on est très peu digitaux, même si on se lance avec Revoliva, on est surtout dans le contact humain. Ouais. Et ce qu'on aime, c'est faire vivre aux gens des expériences. Donc voilà, tu parles d'un olivier, tu reçois un an d'huile d'olive, et tu es en lien direct avec ton producteur. Et nous, ce qu'on garantit, c'est la traçabilité et donc l'impact environnemental que l'on vient mesurer avec une méthode homogène qu'on a développée et qui nous permet de concrètement parler des sols, de carbone, biodiversité, d'eau, et au client final de savoir ce qu'il achète. Trop fort. C'est une très très belle histoire. Merci. Merci. Je mettrai le lien de Revoliva, évidemment. N'hésitez pas à foncer parce que c'est... je pense que c'est important si on parle d'agriculture et qu'on veut sauver nos sols, juste en tant que consommateur faire ça. Ça veut dire quoi? Parce que tu nous parles, José Luis, il a un sol vert, mais du coup, c'est pas que ça. C'est quoi la différence entre un olivier classique et vos oliviers à vous? Parce que tu m'as dit, oui, le bio, Clément, c'est cool, mais c'est pas suffisant, quoi. Et donc, je dirais, c'est quoi la différence concrète? À la base, si je vais dans un olivier classique versus une oliveraie. Une oliveraie. Une oliveraie bio régénérative. Et entre qu'est-ce qu'il y a de concret différent et quel est l'impact aussi du coup, sur, t'as dit sol, biodiversité, eau et carbone, quoi. Bien sûr. Et la partie sociale aussi qui est très importante. En fait, l'olivier et l'oliveraie, donc la ferme, ça devrait être ni plus ni moins qu'une prairie avec des arbres. Okay. Parce que l'olivier, c'est un arbre. Sous ses pieds, il y a une prairie, un couvert végétal. Et c'est ce que ça devrait être, un système vivant, même avec des espaces autres que l'olivier, donc d'autres types d'arbres, des forêts, des espaces qui ne sont pas plantés d'oliviers, de la diversification. Et c'est donc un vrai écosystème qui est autour de l'arbre, avec l'olivier comme élément central de cet écosystème, mais avec tout un tas d'autres éléments qui viennent apporter ce que devrait être une oliveraie. Aujourd'hui, les oliveraies que l'on connaît, et qui se développent de plus en plus, ne sont pas du tout sur ce modèle-là. On est sur un modèle donc, qui vient intensifier la plantation d'oliviers. Donc en fait, plutôt que d'avoir une centaine d'arbres par hectare, on va en planter jusqu'à 2000, voire même 3000. On va donc rapetisser les oliviers, ça va être des oliviers nains, qui vont être récoltés par des énormes machines qui viennent enjamber comme un peu dans la vigne. On vient mécaniser, on vient du coup doper à l'eau, parce que 2000 ou 3000 arbres par hectare peuvent pas pousser sans eau. On vient amender énormément avec beaucoup d'engrais, etc. Et ça, c'est un peu la tendance que prend aujourd'hui l'oliveraie, même en bio. Il y a beaucoup d'oliveraies bio qui vont être super intensives et qui, quand on va faire notre audit biorégénératif, vont très mal scorer en termes d'usage des eaux, très mal scorer en termes de régénération des sols, très mal scorer en termes d'impact social, parce que très peu d'emplois et beaucoup de capitaux à mobiliser, et très peu scorer en termes de séquestration carbone dans les sols. Donc en fait, la principale différence entre une oliveraie biorégénérative telle que nous on la défend et une oliveraie bio ou une oliveraie conventionnelle, ça va être le schéma de plantation, donc le nombre d'arbres par hectare, et à quel point cette oliveraie est capable de régénérer et de redonner la vie et de donner aussi de l'emploi. Aujourd'hui, nous, ce que l'on défend, c'est donc un modèle avec une centaine d'arbres par hectare, jusqu'à 200 ou 300 maximum, qui permet d'avoir une véritable intensivité de la main-d'œuvre, même si des mécanisations qui sont nécessaires et qui sont réelles, avec une professionnalisation qui est très importante. Et il faut aller aussi vers un optimal économique qui permette d'arriver à des prix finaux qui soient cohérents pour le client final. Mais du coup, un modèle de ferme qui soit un modèle qui permette à l'agriculteur d'être vraiment maître dans son champ, ce qu'on appelle un paysan, et de pouvoir mettre en place cette régénération concrètement. Nous, on n'a pas la prétention de dire que c'est nous qui régénérons, c'est nos producteurs, nos paysans oléiculteurs qui sont sur le terrain, qui ont les mains libres, qu'on ne contrôle pas. Nous, ce qu'on vient, c'est juste auditer, garantir, et parfois on les aide. On leur dit, sur tel sujet, tu pourrais peut-être mettre telle pratique en place pour pouvoir améliorer ton score. Pour l'instant, on est juste sur un objectif de
garantir et de certifier la régénération. On n'est pas là pour faire le travail à la place des producteurs parce que c'est pas notre rôle. On le fait main dans la main avec eux. T'es pas consultant, quoi. Tu viens les. Complètement. On n'est pas consultant, c'est eux les experts. Par contre, on se comprend, on peut parler d'égal à égal et surtout, on va travailler main dans la main pour vendre leur huile, trouver les débouchés pour eux et qu'ils puissent mieux vivre de leur travail. Et donc concrètement, une olive biorégénérative, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a un couvert végétal qui permet de limiter l'érosion, qui permet d'apporter de l'azote dans les sols, puisque beaucoup des espèces qui sont plantées dans ce couvert végétal vont nourrir les sols, qui permettent également de nourrir en termes de vie, en termes bien sûr de matière organique, les sols. Le labour, on va l'éviter. Le labour, ça va retourner la terre et ça va augmenter disons la productivité en faisant remonter les nutriments, mais ça va appauvrir peu à peu le sol. Donc on va laisser du couvert végétal, on va réincorporer les restes de taille des branches des oliviers, les feuilles, on va les broyer, on va en faire un compost, on va réintégrer au sol. On va utiliser très peu d'eau, en irrigation déficitaire, uniquement dans les moments de l'année où l'olivier est un peu en souffrance, on va éviter d'utiliser de l'eau, et on va avoir comme ça toute une série de pratiques que donc on appelle aujourd'hui régénératives. C'est pas un label, c'est pas quelque chose qui est fermé, c'est quelque chose qui est ouvert et qui est en évolution, mais qui permet concrètement d'avoir des résultats où à la fin, les huiles d'olive produites sont négatives en carbone, entre autres, et permettent de régénérer la biodiversité. Donc c'est un ensemble de pratiques, je ne pourrais pas te résumer et te dire c'est un label, allez voir tel lien, parce que c'est plus une philosophie qu'une véritable nomenclature qui serait là pour verrouiller un peu le producteur, au contraire. C'est beau, en fait, c'est un peu une intention du producteur de dire moi je veux pas détruire mes sols, au contraire. Mais ce qui est ouf, c'est qu'il y a pas, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, il y a pas vraiment de milieu, quoi. T'as l'agriculture intensive, et je dis l'agriculture parce que ça me fait penser à ça, mais l'oléiculture intensive qui détruit les sols, qui détruit tout, quoi, la biodiversité des sols, et de l'autre côté, il y a vous qui proposez une méthode où là, vous produisez de l'huile d'olive, mais en plus vous avez un impact positif sur genre toute la biodiversité et l'environnement. Et pourquoi c'est pas plus fait? Comment peut y avoir un tel grand écart, quoi, entre les deux? C'est une très bonne question. Et dans l'agriculture globale, quoi. Dans l'agriculture, la monoculture est aussi. En fait, il y a eu une révolution industrielle dans l'agriculture. On a inventé les engrais azotés, donc via le procédé Haber-Bosch dans les années, je crois, 40 ou 50, si je dis pas de bêtises. C'est quoi les engrais azotés? Les engrais azotés, oui, donc c'est vrai que j'ai utilisé plusieurs fois ce mot. C'est peut-être un mot un peu technique. Pour ceux qui sont un peu bien sûr, ils comprennent. Mais les engrais azotés, donc l'azote, c'est un élément qui est présent naturellement dans les sols et qui est très important pour apporter la nourriture à l'arbre ou la nourriture à la plante qui est en train de pousser, avec également la photosynthèse qui va lui apporter. Carbone, H2O. Exactement. Et jusqu'à il y a très peu de temps à l'échelle de l'humanité, la seule façon pour un sol, puisque c'est le sol qui donne la vie à l'aliment, la seule façon pour le sol de synthétiser de l'azote, c'était via un cycle naturel de régénération des sols où on rapportait de l'azote extérieur et on veillait à ce que tout ce qui sort revienne. Et rapporter de l'azote extérieur, c'est juste là. Ça va être notamment via l'agropastoralisme, les bêtes qui allaient dans les parcelles pour recréer un cycle où ils vont manger les herbes, et avec leurs excréments, les animaux, ils ont une capacité du coup dans leur intestin à traduire l'azote et à fixer l'azote très facilement dans leurs excréments. Donc ça permet ensuite au sol de plus facilement pouvoir être nourri en azote. Et il y a tout un tas de pratiques qui ont toujours été faites avec des jachères, avec des engrais naturels, engrais naturels. Voilà. Ça a toujours été fait comme ça, mais c'est très peu rentable à l'hectare. Enfin, ça a toujours été comme ça. Donc on parle de rentabilité, mais il faut toujours comparer de quoi parle-t-on. C'est vrai qu'il y avait des famines, c'est vrai qu'il y avait des époques un peu plus dures que depuis qu'on a inventé donc les engrais azotés. Qui ont été inventés par les Allemands. Si je me trompe pas, c'est ce qu'on appelle le procédé Haber-Bosch. Donc j'imagine Haber-Bosch du nom de l'inventeur, qui ont réussi à synthétiser chimiquement de l'azote. Et donc on n'avait plus besoin de mettre en place des pratiques qu'aujourd'hui on appelle régénératrices, mais à l'époque c'était juste les pratiques normales. Et on pouvait utiliser les engrais azotés qui on consomme tout l'azote du sol. Et plutôt que d'en mettre, on rajoute, comme un petit chimiste, on rajoute l'engrais azoté dont on a besoin. Les engrais azotés avec les pesticides sont les grandes causes de la pollution des eaux dont on a parlé avant. C'est pas uniquement les pesticides, c'est aussi les engrais azotés qu'on apporte qui se retrouvent lessivés par les eaux de pluie. Donc en fait, il va pleuvoir. Comme il n'y a pas de couvert végétal, l'eau n'est pas... c'est de l'herbe au-dessus. L'herbe au-dessus. L'eau n'est pas fixée, enfin la terre, n'est pas fixée sur le sol. Et donc quand il pleut, la terre qui est en superficie, elle est tout simplement lessivée par l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Des engrais azotés et des pesticides, parce que c'est ce qu'on a ajouté quelques semaines avant ou quelques mois avant. Et donc en fait, cette eau, où est-ce qu'elle va? On a tous vu au lycée ou avant le cycle de l'eau, donc ça va dans les rivières et puis dans la mer. Et donc en fait, on pollue les algues vertes qu'il y a notamment en Bretagne, c'est lié
aux engrais azotés qui se retrouvent dans les eaux ensuite fluviales et dans la mer. Et donc toute cette pollution qu'il va falloir ensuite réduire et qu'il va falloir même du coup laver, dépolluer, décontaminer ces eaux, vient des engrais azotés en grande partie. Okay. Et donc ces engrais azotés, si on s'en passe, on baisse les rendements. Et donc la seule façon aujourd'hui d'arriver à se passer des engrais azotés, mais de continuer à avoir une rentabilité qui soit pas totalement dégradée, c'est de mettre en place cette agriculture régénératrice, très savante pour le coup. On n'est pas sur des éléments chimiques, des composés très complexes, mais on est sur une compréhension du vivant très poussée, avec notamment le biocontrôle. On va utiliser les espèces de biodiversité pour contrôler les ravageurs. On va plutôt que les inhiber et essayer qu'il n'y ait aucune espèce vivante pour éviter les ravageurs, on va permettre à des espèces de se développer, d'autres espèces qui naturellement sont des prédateurs pour nos ravageurs. Ouais. Et en fait, c'est tout un tas de choses qu'on met en place, très complexes, mais qui permettent d'augmenter les rendements. Alors, pas au même niveau que les engrais azotés, ça c'est une réalité, mais pas non plus 3 fois moins, comme c'était le cas historiquement. Tu me parlais de poules. Oui, par exemple. Les poules, c'est typiquement un des éléments qu'on peut ajouter dans la parcelle. Ouais. Donc, une de nos productrices, Mara, a une centaine de poules qu'elle déplace tous les 10 jours. Et donc, ces poules, elles vont manger, elles vont avoir des excréments, elles vont permettre de contrôler aussi certaines espèces, certains ravageurs qu'elles vont pouvoir manger, qu'elles vont pouvoir aussi faire une forme de contrôle des espèces. Et c'est aussi une façon de déplacer au sein d'une parcelle cette population, là où avec des moutons, c'est quand même plus complexe parce qu'ils vont un peu se mettre où ils veulent. Là, les poules, c'est relativement peu dense et tu peux les bouger comme ça. Et donc, tu nourris ta parcelle tout au long de l'année en déplaçant tes poules. Et donc, c'est ton poulailler c'est un poulailler ouvert avec des petites grilles. Enfin, c'est pas des grilles, c'est comme un peu des filets qui restent dans leur enclos. Et tu déplaces tout simplement ces filets. Elles sont à ciel ouvert, hein, elles marchent sur l'herbe, en l'occurrence, comme sur le couvert végétal. Et l'enclos ou la protection fait juste en sorte qu'elles se concentrent sur cette parcelle de terrain pendant une dizaine de jours. Puis ensuite, on les fait bouger. Et comme ça, elles vont pouvoir manger tout au long de l'année dans les différentes parcelles. Trop chouette. Ok, très intéressant. J'avais pas en tête toute cette histoire des engrais azotés et qu'est-ce que ça causait. Du coup, si on revient un peu au lancement de Relinco, t'appelles Fémi, tu te dis, bon, viens, j'ai une idée. Vous commencez en fait à vous dire, on va vendre l'huile d'olive en circuit court, du coup, à un prix plus élevé de José Luis. Et donc, vous devenez un peu des vendeurs d'une huile d'olive et d'importeurs d'un message il existe une manière de faire de l'oléiculture plus régénérative. C'est quoi la difficulté au début de ce lancement de boîte comment est-ce que tu arrives à lancer ça, quoi. C'est ça. C'est quoi tes obstacles que tu surmontes au début? Du coup, Relinco, comme tu mentionnais, c'est le nom un peu initial de notre projet. Relinco, ça veut dire héritage en latin. Okay. Et avant même d'avoir une marque, avant même de lancer maintenant donc Revoliva, qui est ce qui cristallise tout le projet depuis 2 ans, Relinco, c'était une initiative, une vision, une volonté, mais c'était pas encore très structuré. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup exploré, on a été voir tout type d'acteurs, on s'est beaucoup épuisé aussi à faire plein de choses différentes. Et on a réussi à survivre pendant ces 2 années en vendant de l'huile. Les choses les plus dures qu'on a traversées, c'est le fait de pas se payer, c'est le fait de générer un peu de chiffre, mais en fait, tu te rends vite compte que pour pouvoir te rémunérer, pour pouvoir faire tourner une activité, il faut plus de chiffres que ce qu'on faisait. Et donc, la difficulté là a été pour nous-mêmes, en fait. Mais on défendait des producteurs qui eux-mêmes avaient une difficulté qui était beaucoup plus importante. Voilà, nous, on est des privilégiés, on a fait des grandes écoles. Bon, si pendant 1 an ou 2, on se paye pas trop, et puis à la fin, on se rend compte qu'on était juste des rêveurs, notre vie est pas foirée. Eux, si pendant 2 ans, ils quittent leur ferme, ils reviennent, il y a plus rien, en fait. Les oliviers, enfin tout est sauvage. Ils ont perdu le contrôle de leur ferme. Okay. Ils ont perdu leurs employés agricoles. Et surtout, ils n'ont pas de revenus pendant 2 ans. Nous, on pouvait, grâce à ce qu'on avait un peu économisé précédemment, pouvoir tester, itérer. Donc, on était un peu dans une position confortable par rapport à eux. Okay. Et on avait tellement une mission forte de les aider, José Luis puis les autres qui nous ont rejoints, qu'en fait, les difficultés, elles étaient vraiment pas importantes pour nous. Okay. Et donc, on les a passées, on les a un peu enjambées. Et on a fait vraiment 2 ans d'exploration en faisant un peu de chiffre quand même, mais ça a été vraiment un laboratoire pour nous où on a vendu des huiles du coup un peu comme un caviste mais pour l'huile d'olive. Donc on avait plein de petites marques que l'on vendait, que l'on mettait en avant, à la fois pour les professionnels, pour les particuliers. Et ce concept de caviste, on n'avait pas de magasin, mais on était un caviste qui se déplaçait chez les clients. On a aussi mis en place un site web
a fait que on a été au contact de milliers, presque du coup d'une dizaine de milliers de clients en 2 ans, qui nous ont inspirés, qui nous ont fait comprendre aussi à quel prix on pouvait vendre, quel discours fallait raconter. Et donc aujourd'hui, on est mûr, on a vécu ces 2 années-là, et donc on lance Revoliva fort de toute cette connaissance, et avec dans la gamme une huile d'olive qui revient à 20 € du litre, parce que on sait et on a compris qu'il y a un besoin de faire de l'écologie, mais pas de l'écologie hors de prix. Et donc, voilà, c'est un peu l'écologie pour tous, avec les producteurs, mais aussi avec les consommateurs, à un prix qui soit accessible, et donc une transparence sur la rémunération de producteurs qui est complète, avec quasiment 50% du coup du montant payé qui revient aux producteurs. Versus 7%. Versus 7%. Vous verrez les détails sur la campagne Ulule si vous voulez. On a mis une petite bouteille pour expliquer à qui revient les différentes marges, etc. Et donc du coup, Revoliva, c'est un peu l'aboutissement de ces 2 ans d'exploration, avec Relinco qui était un peu plus le concept et la vision, là où maintenant Revoliva est vraiment une marque qui permet de faire une offre complète au client final. Trop fort. Trop hâte de goûter l'huile. Moi, je disais en arrivant, j'ai hâte de goûter, de recevoir ça. Ok, merci. Et tout ce que tu as parlé du modèle et de, je sais plus comment, le score de régénération, ça sort d'où? C'est quoi la volonté derrière ça? La volonté, elle est simple. Moi, à la base, du coup, je suis ingénieur, comme je te disais, donc j'ai une vision un peu scientifique. Et, enfin, pas qu'un peu. Et l'idée, c'était de dire, bon, on n'est pas des chercheurs, on n'est pas des scientifiques, on est une entreprise et on a une marque. On a une mission qu'on pense être d'utilité sociale et qui nous porte, mais on est guidé par la science dans nos choix, et donc on s'est basé sur les travaux de dizaines de chercheurs. On a travaillé avec des agronomes, on a travaillé même avec des chercheurs pour construire un outil basé sur des études scientifiques. On peut pas dire que c'est un outil scientifique dans le fait qu'il n'a pas été produit par un laboratoire dans des conditions scientifiques. Donc il est un peu à nous, et en ça il est imparfait, mais c'est un outil vivant qu'on va d'ailleurs libérer en open source à la fin de la campagne, et qui va avoir pour objectif de vivre. Et donc cet outil, il est totalement transparent, et il permet donc de mesurer des centaines de paramètres, et à la fin de sortir des beaux graphiques sur l'impact, donc comme on a dit tout à l'heure. Et donc c'est vraiment une volonté de transparence, une volonté pas de greenwashing ou de mettre des beaux mots, mais d'avoir une base scientifique solide, d'être reconnu par des chercheurs avec qui j'ai déjà parlé, des associations qui nous disent qu'on a fait un grand travail, et on est en constante amélioration. On va apprendre avec eux aussi, avec ces associations-là. Mais on voulait faire ce travail et aller jusqu'au bout, faire le extra mile et pousser vraiment l'effort. On voulait faire les choses bien. Je voulais pas simplement dire, ok, ça a l'air d'être régénératif. Non. On voulait pousser les choses. Okay. On les a poussées très loin. On est assez pushy, et c'est bien parce que à la fin, la transparence et ce qu'on porte, c'est le cœur même de Revoliva. Donc on se devait de pousser le côté scientifique le plus loin possible. Okay. Pour ceux qui s'intéressent à ça, qui ont envie d'en savoir plus, c'est sur votre site, Relinco ou Alors non, du coup, Relinco, c'est le nom de la société. Maintenant, donc, ce qui est visible pour les futurs peut-être parrains d'Olivier, ou ceux qui seraient intéressés, c'est Revoliva. Donc vous pouvez aller voir sur l'Instagram de Revoliva, ou sur le LinkedIn de Revoliva, ou sur la campagne Ulule, du coup, de Revoliva, sur laquelle, du coup, en avant-première, là, pendant 1 mois, vous pouvez parrainer un Olivier, de José Luis, mais aussi d'Antonio, de Paolo et de Mara, dont on a moins parlé, mais vous pourrez aller voir leur histoire. Ils sont tous incroyables, plus incroyables les uns que les autres. Là, ils sont au-dessus de nous pendant cette conversation, et ils nous inspirent tous les jours. Ils veillent sur nous. Ils veillent sur nous. Et donc, du coup, vous pouvez aller sur Revoliva pour découvrir comment on parraine un Olivier, pour en découvrir plus sur l'agroécologie, donc l'agriculture biorégénérative. Et même si vous voulez pas parrainer, vous pouvez aussi venir nous voir dans nos bureaux, dans le 20e à Paris, pour ceux qui sont à Paris, parce qu'on fait des ateliers de dégustation et des ateliers aussi de cuisine, quasiment tous les samedis. Et donc ça, c'est disponible sur la plateforme Weekendoo. Vous pouvez aller voir aussi en cherchant du coup Daniel, Pamela et Femi, ou en cherchant Revoliva. Et donc vous pouvez venir nous rencontrer et faire des ateliers de dégustation de l'huile d'olive, donc découvrir comment on déguste une huile d'olive, ou aussi apprendre à cuisiner avec les huiles d'olive. C'est à quelle heure vos ateliers? C'est à 14h les samedis. Il faut que tu viennes. Et puis ça, c'est pour la partie dégustation, c'est tous les samedis à 14h. Et ensuite, pour les ateliers de cuisine, là, il faut être un peu plus patient. On en fait à peu près 1 par mois. Donc il faut regarder quand est-ce qu'il y en a un qui est dispo. Et donc on sera ravis de vous accueillir pendant le mois de février. Toutes nos dégustations sont gratuites. Donc les dégustations du samedi à 14h sont gratuites. Vous pouvez les retrouver du coup en allant sur l'Instagram de Revoliva. Et le reste du temps, elles sont disponibles. Donc c'est 35 € pour participer à une dégustation. Et si vous êtes particulièrement intéressé, c'est maintenant ou jamais, parce que là, pendant 1 mois, c'est gratuit. On fait un peu les portes ouvertes jusqu'à la fin du mois.
Ok. Merci de ton partage. Est-ce que tu vas ajouter des choses sur cette partie biodiversité, régénération? Parce que sinon, j'ai des petites questions plus concrètes sur l'huile d'olive pour le consommateur. Et je t'en prie, tu peux me les poser. J'ai un petit C'est peu dit quoi tout ce que je voulais dire. C'est quoi l'huile d'olive vierge? Et l'huile d'olive vierge extra. Et vierge extra et extraite à froid. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi concrètement et qu'est-ce que ça veut dire pour l'olive qui a été pressée? Bien sûr. Du coup, l'appellation de vierge extra ou vierge, c'est une appellation de qualité où on contrôle deux choses. On contrôle un aspect chimique, donc on contrôle une conformité du produit avec une analyse en laboratoire. Et donc là, ce qu'on va notamment mesurer, entre autres, c'est l'acidité de l'huile d'olive. Contrairement au vin où l'acidité, ça peut être associé à quelque chose de positif, dans l'huile d'olive, l'acidité, c'est un marqueur de dégradation de l'huile d'olive. Et donc, sous un certain pourcentage d'acidité, on va être vierge extra. Donc, quand on est pur quasiment à 100%, on est vierge extra. Donc, la limite, c'est 0,8% d'acidité. Et ensuite, vierge, c'est un peu plus haut. Et une fois qu'on dépasse ce critère de dégradation de l'huile d'olive, on passe même en huile d'olive lampante. Donc en huile d'olive non apte à la consommation. Et on dit lampante parce que c'était des huiles qui étaient utilisées pour les lampes, pour s'illuminer ou pour se chauffer historiquement. Et donc c'est des huiles qui ne peuvent pas être vendues aujourd'hui en supermarché. Et donc extra vierge, c'est avant tout une qualité chimique, mais c'est aussi une qualité organoleptique, une qualité de goût, puisque normalement pour être extra vierge, il faut que l'huile d'olive elle est passée par un laboratoire, mais aussi par un panel sensoriel. Et donc tout à l'heure on parlait de l'oléologie, c'est important parce que pour qu'une huile soit extra vierge, il faut également qu'elle ait une certaine intensité aromatique et pas de défaut en termes de goût. Les défauts, ça va être le côté rance, le côté humide, le côté vinaigré. Voilà, il y a différents défauts qui existent. Et donc il y a une conformité chimique, le pourcentage d'acidité entre autres, et une conformité en termes de goût. Et donc une huile extra vierge en magasin, quand on achète une huile extra vierge, on sait a priori que on a à la fois une huile qui est pratiquement pure en termes de dégradation et une huile qui n'a pas de défaut et qui a du goût. Ça, c'est en théorie. Parce que dans la pratique, une grande partie des huiles d'olive, vous pouvez aller voir, il y a des études qui sont sorties ces dernières années, une majorité d'huile d'olive est frauduleuse, notamment par rapport à cet aspect extra vierge. En fait, c'est écrit extra vierge sur la bouteille, mais en réalité, l'huile, elle est rance. Elle a été mélangée entre plusieurs années, plusieurs récoltes de différentes années. Elle vient de plusieurs origines. Il y a une fraude sur l'origine. Et en fait, quand on somme toutes ces possibles fraudes, on se rend compte que l'immense majorité des huiles sont frauduleuses et ne sont pas réellement extra vierges, malheureusement. Donc oui, extra vierge, c'est un signe de qualité. Mais aujourd'hui, si on prend des huiles quelconques en supermarché, et les études le font, la majorité ne sont pas extra vierges. Ok, donc c'est un truc de qualité. C'est un marqueur de qualité. J'aurais pu penser que c'était une manière de produire et tout, mais c'est vraiment. C'est un marqueur de qualité. Mais le marqueur de qualité, il dépend aussi de la façon de produire. Tu peux parler d'extraction à froid. Pour faire une petite parenthèse sur ça, l'extraction à froid, c'est donc une méthode de trituration de l'olive où les machines vont tourner très lentement. Donc à la fois la batteuse, mais aussi la centrifugeuse qui extrait ensuite l'huile, vont tourner à très basse vitesse. Donc t'es ingénieur qui dit basse vitesse, dit basse température. Et donc plutôt que d'aller très vite dans ce moulin pour extraire plus facilement de l'huile et du coup chauffer le produit, on va le faire à basse température. Et quand on fait ça à basse température, on préserve les propriétés de l'huile d'olive. Ça coûte plus cher à extraire, mais c'est de meilleure qualité. Et l'extraction à froid, c'est une des techniques qui permet d'arriver à être extra vierge. On n'est pas extra vierge parce qu'on s'est levé un matin, on a fait une huile extra vierge. Il y a plein de choses à faire au niveau de la production agricole dans les champs, mais aussi au niveau du moulin pour pouvoir être extra vierge, notamment l'extraction à froid. Très intéressant, il y a tellement de choses à savoir sur l'huile d'olive. Ouais, c'est plus complexe que ce qui m'y paraît. Carrément. Je vais passer sur les questions un peu récurrentes du podcast. Il y en a 5. Allez. La première, c'est est-ce que tu peux me raconter, t'en as déjà parlé avec ta rencontre avec Ross et Louis, mais un moment où tu as eu un saut de conscience, où il y a vraiment un truc qui a vraiment changé dans ta manière de vivre et de voir le monde? Un moment qui a un saut de conscience. Ouais, un truc marquant où tu dis là, je voyais plus le monde de la même manière avant et après. Ouais. Je pense que malheureusement, je vais utiliser la carte Joker, la carte Ross et Louis, mais je pense que c'est la rencontre avec Ross et Louis, puis en plus il y en a eu d'autres ensuite. Mais ça a été me mettre à la place du producteur, changer de casquette, et c'est ça qui a changé ma façon de vivre, dans le sens où une fois que tu découvres la vie et quand t'as de l'empathie pour la personne, t'as un peu du mal à plus y penser.
Ouais. Et il y a plein de misères dans le monde, il y a plein de choses qui vont pas, mais je pense qu'une fois qu'on se fixe sur un sujet et qu'on découvre ce sujet en profondeur et qu'on a une empathie forte avec ce sujet, on a du mal après à être le même le lendemain, quoi. Donc moi je pense que c'est vraiment cette rencontre, me mettre à la place du producteur, et aussi par rapport à mon parcours où en fait je faisais l'inverse, et donc ça a été un moment qui a beaucoup changé ma vision par rapport au producteur. Donc bon, désolé, j'ai réutilisé la même réponse, mais c'est ce qui me vient en tête. Et c'est pas une question récurrente, mais pour être concret, comment moi, l'auditeur, là, si on veut aider le producteur avec son huile d'olive ou en agriculture classique, c'est quoi les choses à faire? Si on veut aider un producteur, Enfin, si on veut se dire, en fait, je veux arrêter de participer à cette agriculture intensive, qu'est-ce que je fais, quoi? il y a plein de façons de faire. On a parlé de Zamap, on a parlé des magasins engagés comme Biocop. AMAP, en gros, si tu dis, je vais essayer de regarder, il doit y avoir des paniers autour de moi qui sont des paniers locaux. Vous tapez AMAP sur Internet, AMAP 20e, AMAP 13e, AMAP Saint-Etienne. AMAP, ouais. Okay. Et je sais pas pour quelles initiales ça traduit AMAP, mais en tout cas, vous tapez AMAP, vous avez plein d'AMAP autour de chez vous, a priori. Et c'est donc des réseaux de producteurs. Vous avez La Ruche qui dit oui aussi, qui permet d'acheter directement aux producteurs. Vous avez des marques engagées comme nous, comme Revoliva. Vous avez des marques de vin engagées comme OE qui nous inspirent beaucoup aussi. Mm-hmm. En fait, je recommande d'être curieux, de s'informer. Personne n'est parfait. L'idée, c'est pas de marquer des points ou pas, mais c'est d'être à l'aise avec ce qu'on achète, de savoir au maximum d'où ça vient et d'avoir confiance en qui on l'achète. Donc, si on peut l'acheter au producteur, bah, c'est tant mieux parce qu'on connaît la personne. Et si c'est pas le cas, on peut passer par des marques engagées quand on leur fait confiance et quand ils ont fait le travail et pas juste du greenwashing. Et ça, c'est ce qu'on doit arriver à prouver et c'est ce sur quoi on est engagé. Donc, on est une des solutions, on n'est pas la seule. Mais il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui, qui sont moins visibilisées que le supermarché en bas de notre rue, mais elles sont pas si difficiles que ça à atteindre et à trouver. C'est juste qu'elles sont peut-être moins nationales ou globales. En fait, chaque solution est un peu locale et tu peux pas... C'est ça. Et donc, nous, Revoliva, là où on est un peu singulier, on n'est pas le seul projet, c'est qu'on veut proposer une solution globale et que Revoliva soit disponible et visible un peu partout. Donc les AMAP, c'est très local, c'est un réseau d'ailleurs qui chacun a son AMAP et c'est un peu autogéré. Nous, on a une vision de pouvoir proposer une offre globale. On n'est pas les seuls, mais les initiatives locales sont aussi hyper importantes et je pense que c'est un mix des deux qui sera la solution. Si vous pouvez directement aller chez Paolo en Provence, lui acheter son huile dans son moulin, mais allez-y et ne nous achetez pas directement à nous. Franchement, ça nous fera tout autant plaisir et ça l'aidera aussi. Si vous pouvez pas, vous êtes à Paris ou à Lyon ou ailleurs et que vous voulez quand même vous engager et acheter un produit qui fait sens, vous pouvez l'acheter sur Revoliva, vous pouvez passer par les AMAP comme on parlait ou d'autres initiatives comme ça. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir malgré le monde ambiant, malgré la loi du plomb, malgré toutes les folies qu'on voit autour de nous? En fait, je dirais toutes les folies qu'on voit plutôt dans les médias que dans la vie de tous les jours. Moi, ce qui me donne espoir, c'est que déjà, on est là, on est en train de s'en parler. T'as ton podcast, Changer d'air. Nous, on fait ce projet. Et je pense que la jeunesse, dont on fait partie, notre génération, les générations peut-être un peu avant et un peu après aussi, on se pose des questions. On n'a plus envie de travailler pour des entreprises qui ne nous parlent pas, dont la mission ne nous va pas. Bien sûr, il y a toujours des gens qui le feront et ils ont raison de le faire parce qu'il faut aussi faire tourner une économie. Et l'idée, c'est pas non plus d'être tous vivre d'amour et d'eau fraîche, mais en fait, on se pose des questions. On n'a pas envie de renoncer à réfléchir et on n'accepte pas les réponses qui nous sont données. Donc moi, ce qui me donne espoir, c'est que on est critique et on est exigeant envers nos parents, envers les générations qui sont au-dessus de nous, envers les employeurs. Et moi, ce que je recommanderais à ceux qui nous écoutent et à moi-même, c'est de continuer à l'être et de plus en plus. Et en fait, de ne jamais renoncer à questionner. Et nous, parfois, on reçoit sur la campagne Ulule, on a eu quelques messages un peu pushy, des gens qui nous posent des questions, qui nous poussent dans nos retranchements, mais il y a rien de mieux en fait, parce que écouter un discours et l'acheter pour ce qu'il est, c'est là où on peut rentrer dans des formes de greenwashing. Moi, je recommande vraiment aux gens d'être exigeants, de continuer à l'être et de pas se conformer à Revoliva ou à une autre marque engagée. On n'est pas la seule solution. Moi, ce qui me donne espoir, c'est que je vois que les gens, ils nous questionnent. Malgré tout le taf qu'on a fait, les gens engagés qui nous achètent, ils nous posent des questions et il y en a certains qui nous croient pas et qui nous poussent dans nos retranchements à leur répondre et ils finissent par nous faire confiance parce qu'on a fait le taf. Mais ça me rassure. De dire que même quand tu fais le taf, t'as quand même des gens qui sont là pour faire attention, que tu sois pas en train de faire une énième marque greenwashée. Et ça me fait plaisir. Ça me donne espoir. Les garde-fous de l'écologie. T'es pas tout seul à faire ce travail en fait, et ça c'est vrai. Ce serait quoi la civilisation de demain
monde de demain, je sais pas, dans 200, dans 300 ans, dans un monde idéal? Eh ben, c'est une très bonne question. Je sais pas si j'ai réponse à ça dans la globalité de ce qu'est une civilisation. C'est vrai. Mais si je pars d'agriculture, parce que c'est aujourd'hui ce que je connais plus, je pense que dans le monde de demain, on part de nos besoins, on part de ce qu'on veut consommer, ce qu'on veut manger, de nos besoins nutritionnels, de nos besoins affectifs, de nos besoins de liens sociaux. Et quand on met tout ça dans la balance, on se rend compte que l'agriculture a toujours été un lien social et qui nous a nourri, et notre corps, et plus que notre corps, même notre esprit, notre âme, parce que l'agriculture, les paysages agricoles, c'est quelque chose de beau, en fait, c'est quelque chose qui crée de la beauté. Et moi, je pense qu'on s'est éloigné de ça parce que on a créé l'informatique, l'IA, l'énergie de l'industrie, et on a perdu l'envie et la poésie et la beauté de ça. Et moi, je pense que dans la civilisation de demain, ce qui va renaître et ce qui va redevenir le centre, ça va être l'agriculture, ça va être l'alimentation, et on va reconstruire une société autour de ça, autour de nos besoins. Alors après, il y a l'énergie, toutes ces choses qui sont aussi importantes, mais je pense que l'agriculture et les agriculteurs ont un pouvoir de réenchanter, de ramener de la poésie, du lien, de l'amour en fait dans les choses. Et donc dans la société de demain, c'est ce que je vois au cœur. Autour, je suis pas assez expert pour dire ce qui va se mettre en place, mais en tout cas, je vois des sociétés un peu plus courtes, un peu moins globalisées, à des échelles plus locales, où les liens sont plus forts et où l'agriculture est redevenue le centre du débat et l'assiette est redevenue le centre de la journée. Ok. Donc en fait, on se reconnecte à notre assiette et à ce qu'on mange. Et on n'achète pas juste un truc sur un supermarché. On Exactement. mange. Je pense que c'est ça le futur, et c'est le futur que je souhaite et pour lequel je me bats. Donc, en tout cas, si c'est pas vers là où on va tout faire pour se réorienter, et nous, on se bat pour ça. Bah, c'est tellement agréable de manger aussi une histoire, tu vois, de se dire, Complètement. c'est l'huile d'olive de mon oncle. Exactement. Il n'y a rien de plus beau. Bah, depuis que j'ai commencé, tous mes potes me disent putain, mais moi j'ai un oncle, j'ai un cousin, j'ai fait un voyage, j'ai fait ci. En fait, l'huile d'olive, c'est vraiment de la poésie, quoi. Les gens, ils nous racontent des histoires incroyables. Et parfois, je fais des voyages, j'ai été en Turquie, je parle pas turc. J'ai parlé avec un mec dans un moulin, on s'est compris. On a parlé pendant 1 heure. Bon, il y avait un gars au milieu qui traduisait, mais pas besoin de parler la même langue quand tu as un produit comme ça qui unit autour d'un langage commun, quoi. Et ça peut être l'huile d'olive comme ça peut être d'autres produits agricoles. Mais je pense que l'huile d'olive a ce pouvoir symbolique encore plus fort que d'autres. C'est quoi tes piliers, un peu tes habitudes, pour être stable justement on parlait des problèmes parmi toutes les tempêtes qu'on voit, et pour garder ta force, ton énergie? Le premier pilier qui me vient en tête comme ça, c'est la famille. Je parlais de ma famille en Espagne, en Andalousie. J'ai beaucoup de chance d'avoir une famille très unie, mais j'ai aussi beaucoup fait d'efforts pour en être connecté. Depuis que je suis petit, j'y vais 2 ou 3 fois par an, quasiment à toutes mes vacances. J'ai fait quelques voyages en dehors, mais 80% de mon temps de vacances, je l'ai passé avec ma famille andalouse. Et donc, mon premier pilier pour toujours, ça sera la famille. J'ai envie de le cultiver, j'ai envie de continuer à le cultiver. Et malgré le fait que maintenant je monte mon projet et je passe beaucoup de temps, c'est un des impératifs et je continuerai à le faire. Donc ça, c'est mon premier pilier. J'ai un deuxième pilier qui va avec la famille, et c'est les amis. Donc c'est un peu la famille élargie. Et je pense qu'un projet entrepreneurial ne se réussit que si on est bien entouré, que si on est bien dans sa vie, que si on est heureux. Et on est heureux que si on est entouré de gens qui nous rendent heureux. Donc moi, la famille, les amis, c'est vraiment mon socle principal. Et puis après, des choses un peu plus banales, mais voilà, le sport, j'ai besoin de faire beaucoup de sport. J'ai été un grand sportif, j'ai beaucoup de rugby dans ma jeunesse. Et maintenant, c'est un peu plus l'escalade, la course à pied, parce que voilà, j'habite à Paris et on est tous un peu sur ces sports-là qui sont quand même intéressants. J'ai beaucoup d'escalade en extérieur, en falaise ou autre. Et donc voilà, j'essaie de faire du sport, d'entretenir mon esprit, de lire aussi. J'ai pas mal au théâtre récemment, voir des films. Et donc finalement, voilà, entre voir mes amis et ma famille et essayer de cultiver mon corps et mon esprit, j'ai pas beaucoup plus de temps que ça, quoi. Donc j'ai pas trop le temps de m'ennuyer. Promouvoir une huile d'olive régénérative. C'est ça. C'est ce qui prend déjà prend quand pas même mal. la majorité de mon temps aujourd'hui, c'est l'huile d'olive. Mais il faut autour de ça avoir une vie équilibrée. Sinon, le marathon, c'est pas un sprint, c'est un marathon là, ce qu'on a commencé. Et on en est conscient avec Femi, mon associé, avec notre équipe. Il faut qu'on soit bien, qu'on soit heureux, et c'est comme ça qu'on pourra réussir. Et ça me fait genre, je rebondis sur ce que tu as dit au tout début. J'avais trouvé ça très beau que tu dises, genre, j'aime. En fait, même si on s'est arrêté au bout de 2 ans, en fait, j'avais déjà tellement apprécié le chemin. Et donc, j'ai l'impression que ton rêve, c'est peut-être que toutes les oliveraie soient régénératives, mais genre,
le chemin pour y arriver, tu le kiffes, j'ai l'impression que chaque jour. Donc ça, c'est cool. Dernière question, qui d'autre tu verrais au micro de ce podcast? Qui d'autre je verrais au micro de ce podcast? Qui tu me conseillerais d'aller voir? C'est une très bonne question. Alors, sur mathématiques, forcément, donc je vais un peu prêcher par ma paroisse, mais j'ai un très bon ami qui a monté un média indépendant dans le vin, qui s'appelle Mediavino, Fabrice. Et Fabrice, il met en avant des vigneronnes et vignerons en agroécologie, donc uniquement en bio et sur des vins nature et sur la biodynamie. Et donc, c'est un petit média de niche, pour l'instant pas très connu, mais qui fait du très bon contenu. Et si vous aimez le vin, je pense qu'il y a plus d'amateurs de vin a priori que d'huile d'olive, donc peut-être que ça va en parler à certains. Si vous aimez le vin, je vous recommande d'aller voir un peu ce que fait Mediavino. Et si toi t'aimes l'agriculture et tu veux creuser d'autres filières, je pense que Fabrice, il a une très bonne vision de la filière viticole. Okay. Il a été caviste précédemment dans sa vie pendant longtemps, donc il connaît très très bien le vin, c'est un sommelier. Et aujourd'hui, il donne sa vie pour mettre en avant des producteurs. Nous, on vend leur huile d'olive, lui, il les met en avant à travers la presse. Et je pense que finalement, on fait la même chose et on est alliés dans ce combat, donc ça serait un bon invité. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci Clément de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi, que tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.